J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce 16 avril 2025. De notre côté, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran pour 1h30 de programme, de 8h à 9h30, avec notre humble équipe technique pour vous servir, avec un programme concocté spécialement pour vous, programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Programme qui d'ailleurs, aujourd'hui, va s'intéresser à une belle actualité médicale qui a eu lieu tout récemment au niveau de la wilaya d'Oran, le 10e congrès international de l'association pour la fertilité et la reproduction. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous professeur Elias Megheni, chef de service gynécologie obstétrique au niveau du CHU d'Oran, qui sera accompagné de Madame Naïma Aklim, ingénieure d'État en biotechnologie, qui nous parleront plus en détail de cette journée. On passera ensuite au volet université. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le 16 avril, date symbolique coïncidant avec la journée du savoir, Yom al-Ilm. Alors, pour bien célébrer cet événement, quoi de mieux que de parler de notre belle jeunesse, une jeunesse bouillonnante d'idées et de créativité, notamment avec ce concours hackathon qui a été organisé par l'université Oran 1. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le vice-recteur chargé des relations extérieures, M. Karim Bouamran, qui sera accompagné de professeur Jamila Hamdadou, présidente du jury du hackathon, et aussi du président du CNFP. Qu'est-ce donc? Eh bien, restez avec nous pour le découvrir. On passera ensuite au volet tourisme, parce que oui, l'Algérie est aujourd'hui est une destination très prisée dans le monde. C'est ce que dit en tout cas le journal britannique The Sun, qui a qualifié d'Algérie de perle inexploitée. Eh bien, pour marquer le coup, nous aurons parmi nous une jeune porteuse de projets touristiques, Madame Yasmine Fellahi, qui nous parlera de son projet très atypique, un tourisme, on peut dire, à thème. Et on termine avec du patrimoine, bien évidemment, étant donné que nous sommes à quelques jours du début du mois du patrimoine qui aura lieu du 18 avril au 18 mai. Eh bien, quoi de mieux que de célébrer notre riche patrimoine à travers la tenue vestimentaire algérienne. Et ça sera avec Madame Halima Haqab, qui, elle, est une couturière spécialisée dans la tenue traditionnelle, qui nous parlera du costume traditionnel algérien en général et de l'importance de la préservation et de la valorisation de ce riche patrimoine. Voilà, ça sera tout, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous suivre. Mais avant de commencer, et histoire de vous mettre dans le bain, on commence avec une petite saveur musicale. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية
الإنسان ابن البشر انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية رواية حبك حكاية Une magnifique chanson interprétée par les deux groupes algériens phares du moment, à savoir Tikou Berwin et Day. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on démarre avec notre premier plateau, le plateau santé, comme je vous l'ai dit, le 10e congrès international organisé par l'Association pour la fertilité et la reproduction, et c'est avec professeur Elias Megheni. Professeur Mahbabik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci d'être intéressé à notre événement scientifique. Tout le plaisir est pour nous, monsieur. Tout le plaisir est pour nous. Alors, avant de parler du projet, nous allons présenter notre chère madame. Alors, c'est madame Naïma Akrim. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Alors, madame, vous êtes ingénieure d'État en biotechnologie. Exactement. Très bien. Alors, premièrement, professeur Megheni, avant de parler de la thématique qui nous intéresse le plus, comment on pourrait présenter cette dernière édition du congrès international qui a eu lieu tout récemment à Oran? Alors, ce 10e congrès de l'Association pour la fertilité et reproduction, je commence par éclaircir un petit peu sur le caractère de cette association. C'est une association non lucrative qui a le principal objectif, c'est la promotion et la formation médicale continue destinée dans le domaine médico-chirurgical et spécialement elle est consacrée à la santé de la femme. D'accord. Ou en dehors de la gestation. Ce 10e congrès, il est particulier parce qu'il est revenu après quelques années de léthargie qui était liée particulièrement à l'état Covid et maintenant on a repris l'activité après de longues années sans activité. Donc on a invité tous les hôpitaux universitaires de l'Algérie, de CHI, de Constantine, de Annaba, tous les chefs de service d'Alger, de l'Ouest, que ce soit et Sidi Ben Abbas, et on a choisi des thématiques particulièrement percutantes. Alors ça s'est déroulé en 4 jours, c'est un peu lourd, mais on a relevé le défi. On a consacré 3 jours en totalité pour des ateliers de formation destinés à tout dans le domaine intercoupé les 2 heures où on a invité des experts internationaux, experts nationaux, binationaux comme qui est à Lyon, pour partager des domaines d'actualité, spécialement l'endométriose, et par un débat qui est particulièrement prononcé, c'est les césariennes. Très alarmant, il a doublé en quelques années. Sortir la cause de cette augmentation. Oui. Et les 2 derniers jours étaient consacrés à la formation en échographie avec un expert international qui est professeur Gilles Grancher. Très bien. Alors, professeur, vous avez cité justement la thématique de l'endométriose. Vous, madame Naïma Akrim, vous avez présenté une communication sur le sujet. Est-ce qu'on peut la vulgariser à nos chers téléspectateurs? Comment on pourrait définir l'endométriose? Donc, l'endométriose, en fait, c'est une maladie gynécologique chronique qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Les principaux symptômes sont la douleur pendant les règles et pendant les menstruations. Certaines femmes sont complètement asymptomatiques, donc il est difficile de poser un diagnostic quand on est asymptomatique, on ne se plaint pas, donc on ne va pas chez le docteur. Pour d'autres femmes, il y en a qui se plaignent de douleurs absolument très importantes pendant les règles. Et ces femmes-là, en fait, c'est ça qui les pousse à aller consulter.
Mais malgré ça, malheureusement, pour poser un diagnostic, il faut compter entre environ 7 et 10 ans. C'est beaucoup trop long, en fait, parce que pendant 7 à 10 ans, certaines femmes continuent à souffrir en silence. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit aux femmes qu'il était normal d'avoir mal pendant ces règles, Oui. alors que ça ne l'est pas du tout. Alors pourquoi on a mal de cette façon, de manière très intense pendant les règles? C'est parce que la particularité de cette maladie, c'est qu'on a des cellules de l'utérus, exactement de l'endomètre, qui vont migrer, qui vont sortir de l'utérus et qui vont aller s'implanter en dehors de l'utérus. Ça peut être dans les ovaires, dans le ventre, on va dire, dans le péritoine, et même ces cellules peuvent même s'implanter sur certains organes. Donc là, on est face à une maladie qui est extrêmement complexe, Ouais. qui est multifactorielle et qui est malheureusement méconnue donc, par les patientes, mais même par le corps médical. Et c'est ça qui engendre ce retard trop important pour poser un diagnostic. Et ça se soigne? Ça se soigne? La maladie chronique, en fait, Ouais. il est difficile de guérir une maladie, Oui. ça se soigne, oui. Et guérir Plutôt- complètement, plutôt en le fait, c'est un freiner. peu comme le diabète, en fait. Elle Ouais. fait partie des maladies du On siècle. peut donc la il est maîtriser, mais difficile. pas... Voilà. ouais. Mais avec une bonne prise en charge de médecine conventionnelle Ouais. et une bonne hygiène de vie, oui, on peut surmonter la maladie. Parce Oui, que justement, un des symptômes de la maladie, donc on a parlé de la douleur, Oui. mais pas que, il y a aussi l'infertilité. Et d'ailleurs, la maladie, elle est souvent découverte donc, chez les patientes qui sont complètement asymptomatiques. Donc, elle est découverte à l'occasion, de façon complètement fortuite, Oui. à l'occasion d'un bilan d'infertilité. D'accord. La femme, une femme qui essaye d'avoir un enfant, elle n'y arrive pas, elle va chez le médecin, et c'est là qu'elle découvre qu'elle a de l'endométriose depuis de longues années. Oui, très bien. Nous allons revenir au sujet de l'adoption d'une bonne hygiène de vie. Mais avant, professeur Megheni, lors de ce congrès international, quels sont les types d'interventions et techniques hystéroscopiques qui ont été présentés lors des ateliers? Alors l'hystéroscopie, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est de la fibroscopie de l'appareil génital de l'intérieur. C'est la fibroscopie de l'utérus. C'est comme la fibroscopie gastrique, on a la fibroscopie utérine. C'est une innovation parce qu'elle va permettre d'explorer la cavité utérine en évitant les techniques anciennes, c'est ouvrir l'utérus, ouvrir le ventre. Donc ça permet d'explorer de façon assez rapide et assez simple la cavité utérine. Donc pour l'hystéroscopie, il y en a deux types. Il y a l'hystéroscopie diagnostique et l'hystéroscopie opératoire. Alors la différence, c'est que l'hystéroscopie diagnostique, dans certains cas, on peut même la pratiquer dans des cabinets. D'accord. C'est une intervention ambulatoire. Oui. Comme une échographie, on peut faire l'hystéroscopie et donner une approche diagnostique. Dans certains cas, ça demande tout un bloc opératoire. Pour ce qui est de l'hystéroscopie opératoire, c'est une technique opératoire à part entière. C'est-à-dire la femme, elle est endormie sous anesthésie et on pratique tous les gestes, que ce soit myomectomie, endométrectomie. C'est des gestes anodins, mais carrément, ça nécessite une surveillance et une prudence particulière. Oui. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que ces deux types d'interventions sont aujourd'hui applicables au niveau des structures de santé publique ici en Algérie? C'est une très bonne question. Alors, parmi les raisons qui nous ont poussés à demander ce genre d'atelier de formation, c'est que dernièrement, et ces dernières années, le gouvernement a mis à disposition des hôpitaux publics tous les moyens financiers nécessaires pour l'achat d'équipements de haut niveau. Et le service de gynéco-obstétrique, il s'est doté de l'endoscopie de haut niveau, que ce soit la cystoscopie, que ce soit l'hystéroscopie diagnostique et opératoire. On a même été privilégié en acquisition du laser chirurgical. Donc, cette acquisition nous a forcés à aller rapidement vers la formation, parce que la formation, l'atelier de formation, c'était des simulations. Oui. Je profite de l'occasion pour remercier M. Azouzi Yassine, qui est venu lourd de Annaba pour nous mettre à notre disposition cet équipement qui va permettre aux apprenants, que ce soit des gynécologues ou des résidents, qui vont faire des techniques d'hystéroscopie opératoire sur des modèles
pas forcément des patients, donc moins risqués et qui ont pratiquement la même approche geste et technique. D'accord. Et justement, lors de ces ateliers et conférences, est-ce qu'il y a eu un focus particulier sur l'échographie 3D, 4D? Et quelle est aujourd'hui sa place actuelle dans le traitement, on va dire, de l'hystéroscopie? Alors pour la formation de l'échographie, on l'a consacré 2 jours, les 2 derniers jours. L'échographie, que ce soit en obstétrique ou dans les d'autres domaines médicaux, Oui. la particularité c'est qu'elle dépend de l'appareil d'échographie, va dépendre des avancées technologiques. Oui. Et puisqu'on avance rapidement en technologie, on a chaque année des générations qui sont là et qui exigent des diagnostics de plus en plus précis. C'est comme les téléphones portables. Chaque année, on a des caméras qui sont de bonne qualité, Oui. donc qui exigent une qualité d'image surprenante. Donc ça permet plus de précision. Exactement, et ça permet des diagnostics qu'auparavant, on n'y pensait même pas à les voir. Maintenant, ce n'est pas une histoire de présentation de placenta ou d'autres, c'est des malformations cardiaques. On peut diagnostiquer des malformations cardiaques, des malformations des valvules. Oui. Cardiaque, c'est malformation cérébrale. Donc, au cours des 2 jours consacrés spécialement pour ça. Donc, on a traité cas par cas, organe par organe. Et je remercie pour ça notre expert de Paris, Port-Royal, qui n'a pas hésité à ramener toute la documentation, toute la base de données nécessaire pour le partage à nos apprenants. Très bien, très bien. Alors, Madame Hakim, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de l'adoption d'une bonne hygiène de vie, sachant qu'aujourd'hui, pratiquement 80%, on va dire, sans vouloir être alarmiste, de ce qu'on mange est transformé. Comment justement adopter une hygiène de vie saine aujourd'hui? C'est une bonne question. Donc, avant de répondre à votre question, il est important de rappeler en fait que c'est une maladie donc chronique, où on a une inflammation chronique. Donc le problème de l'inflammation chronique, c'est que c'est ça qui va aggraver la douleur et l'infertilité. Donc on sait pertinemment aujourd'hui que malheureusement il n'existe pas de traitement miracle pour guérir l'inflammation. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de se tourner finalement vers une bonne hygiène de vie. Oui. Donc qu'est-ce qu'une hygiène de vie? Donc là vous soulevez un point extrêmement important, parce qu'effectivement donc on est entouré d'aliments ultra transformés, donc il est difficile en fait d'avoir une alimentation saine, mais c'est possible. En fait c'est très simple. L'objectif en fait c'est d'adopter une alimentation riche en fruits et légumes, donc c'est-à-dire aller au marché, faire son marché et cuisiner des légumes chez soi, comme faisaient nos grands-mères, nos ancêtres finalement, avec de l'huile d'olive, avec des ingrédients simples, on va dire, mais riches en antioxydants. Alors pourquoi on parle d'antioxydants? Parce que là, à l'instant, on vient de parler d'inflammation. Donc pour atténuer cette inflammation, donc atténuer la douleur et même l'infertilité, il faut avoir dans son assiette un bon mélange, on va dire, d'antioxydants qui provient donc de fruits, de légumes. Il y a aussi des aliments éventuellement à limiter, la viande rouge notamment, les produits laitiers de manière générale et les aliments ultra transformés. Il faut éviter les viandes rouges. Il faut limiter les viandes rouges. Il est préférable, oui. Oui. Pourquoi? Parce que l'objectif en fait c'est de retrouver un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Notre corps a besoin des deux, mais avec une proportion un peu plus importante en oméga 6. Le souci c'est que les oméga 6 sont omniprésents. On les trouve un peu partout. Alors que les oméga 3, on le trouve vraiment, on est vraiment limité, mais plus dans les poissons, la sardine par exemple. Donc c'est un aliment qui est très riche en oméga 3. Et les oméga 3 peuvent participer justement à atténuer cette inflammation. Donc voilà, il est préférable donc, de limiter ces aliments ultra transformés, la restauration rapide, effectivement. ce qu'on appelle les acides gras trans aussi, donc privilégier l'huile d'olive par exemple, l'huile d'olive au lieu de l'huile de friture par exemple. Voilà, exactement. Donc en adoptant donc un régime, je préfère ne pas parler de régime parce que généralement ça fait peur, c'est drastique, on n'aime pas, mais plus on va dire une alimentation qui respecte son corps et une alimentation finalement qu'on faisaient nos grands-mères, nos ancêtres en fait, avec des épices par exemple. Les épices, on sait que c'est très riche en antioxydants. Donc finalement revenir un peu à la source, voilà, pour éviter justement ces maladies du siècle. Alors, Madame Hakim, j'aimerais vous faire réagir par rapport à
à certains récents articles médicaux que j'ai pu trouver lors de la préparation de cette émission qui disent que le diagnostic de l'endométriose reste encore tardif et invasif dans la majorité des cas, même aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis? Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, effectivement, donc, on a un énorme retard en fait, en termes de diagnostic. Jusqu'à présent, malgré les avancées technologiques. Exactement, parce que en fait, c'est très simple. Il faut y penser. Quand on a mal pendant les règles, on va se dire est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois consulter? Mais généralement, quand on consulte, parce ça doit qu'on être a mal, instantané. voilà. Et le médecin, généralement, il prescrit des anti-inflammatoires pour ne plus avoir mal. Bon, on n'essaye pas d'aller plus loin, de comprendre d'où viennent ces douleurs. Le problème est là, en fait. Voilà. Et puis même, certains médecins, au jour d'aujourd'hui, ne pensent pas forcément à cette maladie. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de sensibiliser aussi bien le grand public, mais aussi le corps médical. Justement pour essayer de raccourcir ces délais trop importants en fait, de diagnostic. Très bien. Je reviens vers vous. Il faut aussi signaler que le diagnostic de l'endométriose, ce n'est pas un diagnostic facile. Parce qu'il est basé principalement sur la cœlioscopie chirurgicale. Et la cœlioscopie chirurgicale, c'est un geste chirurgical complet. Sinon, lorsque l'endométriose elle est en stade avancé, on aurait besoin de l'IRM. Donc les deux, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui fait que l'endométriose, le fait que la douleur, chez la femme, elle est considérée comme quelque chose de normal. La majorité des femmes, quand elles ont mal pendant les périodes des règles, pensent que c'est en rapport avec les règles. Et le sujet tabou, là aussi, ce n'est pas facile d'en parler à l'entourage, parce que ça commence des fois très tôt. Et elle a parlé de 10 ans, pendant les 10 ans, cette lésion, elle évolue, elle ne va pas rester. Donc, dans son évolution, elle va détruire tout ce qu'il y a autour d'elle. Et en fonction du site, des fois c'est au niveau de la trempe, donc la trempe, elle devient non fonctionnelle, et c'est ça qui fait que ça donne l'infertilité. Et lorsqu'on fait le constat, après une dizaine d'années, on arrive à un stade assez trop tard. La sensibilité lors de ces événements, c'est que c'est vrai que ce n'est pas juste la douleur qui va nous motiver à faire tel ou tel geste, mais on va garder sous l'œil cette patiente et on va essayer de détecter d'autres symptômes qui peuvent nous ramener vers le diagnostic de l'endométriose. Et là, on est obligé de faire le diagnostic pour pouvoir faire la prise en charge. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais revenir vers vous, professeur Megheni, par rapport à certaines approches biotechnologiques comme la thérapie génique ou encore la médecine personnalisée. Est-ce que ces approches constituent aujourd'hui une sorte de traitement qu'on pourrait qualifier de traitement curatif? Pour l'endométriose? Oui, ou même pour l'hystéroscopie. Alors, pour ce qui est de l'endométriose, c'est une pathologie lourde sur le plan chirurgical et pour le plan médical. Parce que c'est en fonction, c'est des femmes, des fois, qui ont la douleur en premier lieu, c'est des femmes qui ont des enfants, donc c'est la douleur qui est compromettante. Donc on essaie de calmer, parce que c'est des douleurs cycliques et des douleurs aiguës, on va baser sur le côté antalgique, c'est la prise en charge médicale ou par le régime, mais des fois c'est un lourd tribut en matière de chirurgie. C'est des femmes qui vont subir des gestes chirurgicaux à répétition. Je ne pense pas que dans ce cas, il y a une personnalisée pour la prise en charge de ce type de pathologie. Donc généralement, ce n'est pas dans le sens chaque cas est un cas. Donc généralement, il y a un traitement standard pour... Oui, tout est codifié, mais malheureusement, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Très bien. Alors, professeur Megheni, vous avez parlé de justement de la difficulté on va dire du dépistage précoce de l'endométriose, à cause justement de certains sujets tabous, notamment la douleur qui est pratiquement vue comme normale chez la femme. Comment on pourrait aujourd'hui sensibiliser nos chères téléspectatrices qui nous regardent par rapport à cette pathologie pour ne pas la prendre à la légère justement? Alors, il faut d'abord commencer par le diagnostic de cette douleur, c'est-à-dire autour de la famille, spécialement la mère. La mère, elle doit être à l'écoute de sa fille en matière de douleur. Lorsque la douleur elle devient invalidante, moi je pense qu'il est temps de commencer à faire le diagnostic. C'est vrai que des fois, vu l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyse-ovarien, la jeune fille elle entend. Mais la douleur, elle a un certain seuil. Lorsqu'elle dépasse, là ça devient inquiétant et là on est amené à
à consulter chez des spécialistes, pas forcément n'importe qui, des spécialistes qui sont experts dans le domaine, Oui. qui va certainement l'aider et l'accompagner dans le diagnostic de cette pathologie précocement. Et j'invite aussi les couples infertiles qui n'arrivent pas à avoir des enfants facilement à faire cette approche, c'est-à-dire à aller voir les experts. On a des experts nationaux dans le domaine Oui. pour faire le geste qui est généralement la cystoscopie, pour explorer la cavité péritoniale et faire le diagnostic Oui. positif de cette pathologie. J'aimerais pour finir brièvement, docteur, parce qu'on en a parlé en amont, en amont de la préparation de cette émission, où vous avez parlé du fléau des césariennes. Ah oui. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais c'est tout un sujet. Là, mais on justement, a- j'aimerais bien vous faire réagir par rapport à ça. Oui, on a profité de la présence de tout le monde, c'est-à-dire notre collège des hospitalo-universitaires, le collège de gynéco-obstétrique, tout le monde est. D'ailleurs, c'est un projet de recherche dans le domaine. On est en train de faire le nécessaire pour faire ressortir les raisons qui ont fait que maintenant, la césarienne, elle est le mode d'accouchement le plus adapté et le plus adopté Malheureusement. par la femme elle-même, avant de parler du professionnel. Oui. C'est elle qui choisit, elle préfère la voix haute. C'est vrai, il y a des causes, il y en a plein. Il faut consacrer toute une émission pour ça. Oui. On en a parlé pour au moins réduire du côté des professionnels, c'est-à-dire il faut des bonnes indications, il faut accompagner étroitement la femme enceinte lorsqu'elle est admise dans le bloc d'accouchement pour ne pas accélérer et pour ne pas prendre des décisions hâtives concernant la césarienne. Bon, en tout cas, professeur Meghani, j'aimerais vous recevoir très très prochainement, Inch'Allah, justement pour parler de cette thématique, parce que c'est tout un sujet. Oui. On ne peut pas l'aborder brièvement, mais j'ai voulu vous faire réagir par rapport à ça. Merci beaucoup, professeur Merci pour Ilyas Meghani, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur, enfin plutôt chef de service en gynécologie obstétrique au niveau du CHU d'Oran, Benzajab. Merci à vous de nous avoir consacré de votre temps. Merci aussi à vous, madame. Oui. Si je peux me permettre, en fait, juste pour conclure et pour finir sur une note positive pour les femmes notamment qui nous écoutent, vous avez tout à l'heure parlé de la prise en charge personnalisée. Oui. Donc, comme le professeur vous a répondu, il n'existe pas de consensus aujourd'hui, mais il existe des pistes très prometteuses. À savoir, par exemple, le blocage de certaines voies de signalisation de l'inflammation pour réduire justement cette fameuse douleur et l'infertilité. Il existe aussi des pistes sur le microbiote intestinal. Donc, on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, voilà, des pistes qui vont là-dessus et qui sont très prometteuses. Il existe aussi des pistes aussi pour le diagnostic, avec des tests salivaires, par exemple. Donc, c'est encore à l'étude, mais voilà, c'est des pistes sur lesquelles on garde espoir et on tient bon. Exactement. De toute façon, on garde espoir comme vous l'avez dit. Merci beaucoup à vous, madame Naïma Hakim, d'avoir été parmi nous pour nous parler justement et nous éclairer sur ce sujet très très intéressant. Merci à vous, j'espère vous revoir très très bientôt, Inch'Allah. Merci. Alors, quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau, mais avant, petite pause musicale et on se retrouve juste après. Port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. ندات الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت، هاجت علينا وهواها قادح. ندات الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت، هاجت علينا وهواها يخوف. مادموزيل الجيري فجينا طون سولين، مادموزيل الجيري فجينا طون سولين، مادموزيل الجيري فجينا طون سولين، مادموزيل الجيري فجينا طون سولين.
يكشف الوهام هز في قلبه ما زالوا نية وكاين اللي يداتو ليام تبع الفاني ونسى التربية كاين اللي شاف روحه قوام قال غير خلي نزيد نبعد شوية وهادي ليلة هدا يوم فاتو وام البحر النفاق ما لاقي ضيق مادموزيل Algérie فاجينا طون سوليل 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 De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre deuxième sujet consacré à l'université, avec ce beau concours hackathon qui a été abrité par l'université Oran 1. Et c'est avec le vice-recteur chargé des relations extérieures que nous allons aborder, M. Karim Bouamran. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, M. Laham. Merci aux téléspectateurs. Merci pour cette invitation et pour ce retour au plateau. Oui. Donc c'est un réel plaisir pour nous, l'université Oran Ahmed Ben Bella, de venir ici et exposer un petit peu toutes nos activités. Tout le plaisir pour nous. Et donc, si on revient un petit peu sur le hackathon qui s'est déroulé. Oui. Bon, on va en parler dans un tout petit moment. On va d'abord présenter nos chers invités aussi. Alors, professeur, vous êtes la présidente du jury du hackathon qui a eu lieu. Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je vous remercie aussi de nous avoir donné l'occasion de parler un peu des activités de l'université Oran 1. Merci encore une fois. Tout le plaisir est pour nous, chère madame. Alors, vous êtes venu aussi avec le président du CNFP. Alors, monsieur Ahmed Siad, c'est ça? Exactement. Marhaba bik, Ahmed, merci d'avoir accepté notre invitation et pour être présent parmi nous et nous présenter votre club scientifique. Salam alaikum. Bon, je suis Syed Ahmed, président du club CNFP, club numérique de la formation pédagogique. Notre club يتكون من 13 groupe, chaque groupe dans un domaine, c'est 13 domaines, comme l'informatique, l'art, développement durable, développement personnel, etc. Même le domaine artistique, très bien. Exactement. Très bien. même نشجعوا باش الشباب يكتشف القدرات تاعه اكسيتيرا. كيما انا بيرسونيلمون كي كنت في الكلوب سيونتيفيك دو فورماسيون بيتالوجيك اكتشفت بلي كانت عندي موهبه في الديزاين. داكور انسي كو نخدموا دي بروجي كيما ديرنييرمون راه عندنا ان بروجي رانا نخدموا عليه باستخدام الاي اي ولا لاي او تي باش نماكسيميزو لو بروفي من لي بانو سولير. On va y revenir parce que c'est un long sujet. Exact. Donc on va en parler dans un petit moment. Je reviens vers vous, professeur Bouamran. Bon, nous avons eu déjà le plaisir de vous voir il y a quelques jours de cela au niveau de la chaîne 1. Oui. Vous êtes venu pour parler du marathon. Bon, il y a d'autres activités dont nous allons parler, mais j'aimerais revenir justement sur ce bel événement qu'a été le concours hackathon au niveau de l'université Oran 1. Alors, le hackathon était une belle occasion de voir des étudiants à l'échelle nationale. On en avait reçu à peu près 17 wilayas, 22 équipes, de voir étudiants algériens en train de concourir pour trouver une solution dans le cadre du développement durable et qui était cette fois-ci la sécurité alimentaire. Et donc quelque chose de très important qui rentre dans le cadre des orientations du président de la République, qui rentre dans tout ce qui est concrétisé par le ministère de l'enseignement de la recherche scientifique, et dans ce cas-là, les établissements d'enseignement supérieur se sont attelés à suivre ces programmes-là et pour concrétiser un petit peu tout ce qui est orientation de la part de la hiérarchie. Et donc nous avons vécu
pendant 4 journées consécutives, une compétition qui a donné des résultats très probants et qui a permis à des étudiants de se situer. Ça a appris aussi à nos étudiants comment être compétiteurs. Donc ça s'apprend, et on apprend à être premier, on apprend à être deuxième, on apprend à être troisième. On a appris beaucoup de connaissances et que des fois ça ne sert à rien à être parmi les premiers. Oui. Mais c'est là que la connaissance que nous avons acquis, le métissage que nous avons eu avec les autres étudiants qui est le plus important. Oui. Là, la valeur ajoutée, je dirais que c'est toujours l'étudiant, ce qu'a gagné l'étudiant algérien en étant présent un petit peu dans le territoire algérien. Oui. Je vous me rappelez la fameuse citation, l'essentiel n'est pas la destination, mais le chemin. Oui, absolument. Oui. Alors, professeur Hamdadou, je reviens vers vous par rapport aux critères de sélection des projets qui ont été présentés durant ce hackathon. Je tiens tout d'abord à dire que j'étais très contente de réitérer mon expérience de l'année passée. Oui. Parce que finalement, il y avait l'édition l'année passée du hackathon, dont la thématique était la santé du citoyen. Oui. Et cette année, donc, la thématique a changé, c'est la sécurité alimentaire qui est au cœur des préoccupations de la Direction générale de la recherche scientifique. Alors, les critères donc, ont été discutés au sein du comité d'évaluation. Ces critères ont été établis l'année passée et mis à jour cette année par rapport aux peut-être défaillances qu'il y avait, les petites anomalies qu'on a remarquées l'année passée. On a essayé d'être sélectif au maximum en établissant une grille qui tournait autour de 7 critères. Donc il y avait des critères dont il fallait accorder beaucoup d'importance à l'originalité, la pertinence de l'idée par rapport au sujet qui était annoncé le jour même du hackathon. Oui. Parce que finalement, on avait annoncé la thématique le jour même. Ils n'avaient pas le temps de se préparer ni de faire des recherches au préalable. Donc on voulait tester leur esprit d'innovation, comment innover sur un thème qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc la grille d'évaluation accordait de l'importance à ce critère. Il y avait des présentations vers la fin aussi. Donc, on a exigé des modèles pour un modèle pour la présentation qu'ils devaient suivre. Aussi, donc, par rapport au codage. Donc, du moment que c'est le hackathon, sa définition, c'est la programmation non-stop. Donc, alors, cette programmation toute prête à être utilisée, on n'en voulait pas. Oui. Donc, il fallait contrôler ce code, contrôler les programmes développés à travers des coachs très qualifiés qui essayaient d'orienter les candidats tout au long des 24 heures. Oui. Donc, ils les ont accompagnés de 8 heures du matin jusqu'aux 8 heures du lendemain. Très bien. Donc, ça, alors, je peux les énumérer, les critères, si vous voulez. Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Il y avait la présentation, le contrôle du code, le taux de réalisation de l'application, c'est-à-dire le candidat, il est arrivé à... Il faut être efficace. C'est vrai qu'ils se sont fixés des objectifs au départ, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait atteindre le maximum de ces objectifs. Donc, on a accordé de l'importance à ce critère-là, le taux de réalisation, la pertinence, l'originalité, la présentation, l'utilisation aussi et l'exploitation des techniques de l'IA. Oui. Donc, il y a des applications qui n'étaient pas intelligentes. Oui. Donc, mais il fallait, c'est-à-dire de l'IA et de l'IoT aussi, de l'Internet of Things. Donc, parce que le livrable vers la fin, c'était soit une maquette IoT, soit une application intelligente. Oui. Donc, on avait aussi noté sur ça. Un autre point fort de l'événement, c'est aussi votre participation au salon CIMEM. Oui. Si c'est possible juste de nous donner dernièrement, c'est chargé. Le mois d'avril était très chargé. Donc, aussi pour CIMEM, c'est notre deuxième participation en fait, du laboratoire. C'était dans le cadre du hackathon ? Non. C'est dans le cadre du projet national dont je suis porteur. Donc, je suis porteur d'un projet national qui s'intitule Un système intelligent. D'accord. Donc, je travaille en partenariat avec un laboratoire au sein de l'établissement hospitalo-universitaire. Oui. Donc, c'est l'année passée et cette année, on a été invités à animer carrément 4 interventions qui tournaient autour de l'IA et la santé. Très bien. Bon, déjà pour donner un peu une idée à nos chers téléspectateurs, le salon CIMEM, c'est le salon international de l'immobilier hospitalier et du matériel hospitalier. Et du matériel médical. La santé connectée. Voilà, exactement. Bon, on va y revenir, mais tout d'abord, on va vous emmener, chers téléspectateurs, découvrir justement ce salon à travers les images qui ont été réalisées par notre collègue Céline. Découvrir et on se retrouve juste après. Pour Amiar Nassim, le salon est un événement d'une grande importance. Bénéficiaire d'un prêt en SEJ en 2004, le jeune entrepreneur a vu son projet faire florès au fil des années. Aujourd'hui,
Son entreprise participe aux côtés des 200 exposants au Salon international de la santé. الشركة أسست في 2004 في إطار برنامج لونساج وعرفت تم تطور مع السنوات تركيب السوائل الطبية في مختلف المؤسسات الاستشفائية سواء الخاصة ولا العمومية ولا مع الشركات الأجنبية. هذا الصالون الدولي يتيح لنا الفرصة للتبادل الخبرات مع المتعاملين الأجنبيين، وثانيا مع التعامل مع المتعاملين المحليين وترويج العدد الطبي اللي ننتجوا فيه. La forte participation étrangère est à souligner avec les équipements et produits de près de 600 firmes de 38 pays et la présence d'une trentaine d'entreprises internationales venues explorer des opportunités de coopération en Algérie. سبب المشاركة في السمام هي سي بور اكسبوزي نو برودوي تانيك باش نشجعوا لا برودكسيون لوكال في الجزائر مي اوسي بور اوفري ا ليكسبانسيون اي لاميليوراسيون تاع لا سانتي هنا في الجزائر. كان لنا الشرف اليوم أن نكون زائرين لهذا المعرض الدولي للعتاد الطبي والمستلزمات الطبية في طبعته 27. يدخل هذا في إطار تعزيز والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم العتاد الطبي الذي بدوره يعكف على خدمة والتكفل الجيد بالمريض. Les startups et les productions algériennes seront illustrant la dynamique d'innovation et de développement local. Merci beaucoup Selim Eskander pour ce sujet consacré au salon CIMEM. Alors je reviens vers vous professeur Hamdadou par rapport à la participation justement de votre projet au niveau du CIMEM, parce que vous l'avez abordé brièvement. Si c'est possible de nous donner un peu plus de détails maintenant. On a animé 4 présentations, donc oui. Il y avait 4 présentations. Il y avait une présentation que j'ai présentée moi-même, donc qui portait sur l'exploitation du dossier électronique couplé aux techniques de l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision médicale. Donc c'est pour justement assister les professionnels de la santé à exploiter les données et en utilisant des modèles intelligents pour justement contrôler la prescription médicamenteuse. Oui. Donc ça concernait ma présentation. Il y avait d'autres présentations qui portaient sur l'utilisation des chatbots. Oui. Donc comment concevoir des chatbots qui sont destinés justement aux professionnels de la santé pour leur faciliter le diagnostic médical. Très bien. Très bien. Une 4e présentation, elle n'était pas donnée par les informaticiens, mais un des membres du projet national, parce que le projet national, il est en collaboration avec les pharmacologues. D'accord. Donc il y avait un membre du laboratoire de pharmacovigilance qui a présenté sur la prédiction des interactions médicamenteuses entre les médicaments et les aliments. Très bien. Donc elle a parlé de ça. Oui. Les présentations ont été très bien appréciées de la part du public présent. Oui. Et bien sûr, on a eu des retours, des remarques qui vont nous aider certainement à peut-être améliorer ce qu'on a fait au sein de ce projet qui va prendre fin le mois prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Monsieur Siyad, je reviens vers vous par rapport à votre club scientifique. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous êtes l'organisateur justement du concours Hackathon. Alors, maintenant, j'aimerais avoir votre opinion sur un point. Est-ce que justement votre constat du Hackathon, c'était de confronter plus ou moins et de stimuler l'esprit d'innovation, ou le résultat final, c'était beaucoup plus des projets théoriques? concernant le hackathon احنا في الطبعه هذه الثانيه حبينا تكون نقطه التقاء ما بين كاع الولايات، ما بين شحال من نظره تفكير وين لي زيتيديون يشوفوا ويلتقوا مع بنيادم كابابل ماشي ما يكونوش لو ميم نيفو ديتود مي تكون عندهم ليسبري طالعه pour réaliser des projets ouvert d'esprit exactement pour accepter même les projets ambitieux. Exactement, oui, exactement. Oui.
Là-dessus, j'ai une question, c'est les encadrants de projets, est-ce qu'ils sont tous issus du milieu universitaire ou il y avait des gens qui sont issus du milieu industriel, par exemple Non, normalement, des coachs. Ouais, les coachs qui ont des doctorants au niveau de l'université Oran 1. Très bien, très bien. Professeur Bouhamran, je reviens vers vous par rapport à un point. On voit aujourd'hui que l'université se mêle un peu et se confronte au milieu du travail, notamment avec la participation aussi même. Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu une nécessité pour mettre l'étudiant au diapason des enjeux économiques et industriels du pays? Tout à fait. La collaboration de l'université algérienne en général et l'université Oran 1 avec les différents secteurs d'activité, je dirais par exemple le domaine de la pharmacie, a abouti au fait que nous ayons des projets qui soient des projets rentables et efficaces pour l'Algérie. Ce sont des projets qui ont été évalués et qui ont fait augmenter le fait que nous disposons actuellement d'un certain nombre de ressources qui permettent aux décideurs de prendre un certain nombre de décisions très efficaces. Je m'arrête là. Donc, parce que ce sont des projets qui sont menés par différents ministères et dont les résultats sont au niveau de ces ministères-là. Et je pense que dans les mois prochains, vous avez remarqué que les projets nationaux de recherche, par exemple, ont été gérés d'une façon tout à fait différente ces dernières années, sur la base de la pertinence du sujet et de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on s'attend à ce que cette fois-ci, ces projets-là nous amènent vers des résultats très concrets. D'accord ? Nous sommes aussi mêlés par rapport à tout ce qui est pétrochimie, à tout ce qui est mécanique, à tout ce qui est... L'université... Le rebond, je vais dire que le rebond de ces dernières années, il y a eu des orientations de la présidence, il y a un ministère actuellement qui, je ne vais pas dire c'est une pression, mais il y a une dynamique tellement... Pour stimuler nous avons des réunions et des visioconférences sur tout ce qui est EPTICA, je veux dire, innovation, entrepreneuriat, le 12-75, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça va donner, ça a donné des résultats. Les gens se mettent sur le train pour pouvoir le suivre, parce que le train, il est en train de courir à une vitesse pas possible, d'accord ? Ils vont se mettre, ceux qui ne pourront pas se mettre, la caravane passe, etc. Mais il faut s'y mettre, quel que soit l'âge. Par contre, on a pris de l'âge à l'université, on se dit, ça, et on a terminé, mais finalement, avec cette dynamique des 2-3 dernières années, on se rend compte, mais on doit prendre, celui qui ne veut pas prendre le train en marche, va se retrouver face au mur, d'accord ? Et donc, beaucoup de choses. Je reviens aussi pour dire que nous sommes très à cheval sur le fait que l'université Oran 1 participe au salon. Depuis 2 ans, on fait en sorte de demander et de réclamer au salon de disposer d'un stand pour exposer l'université. Donc, pour le CIMEM, nous sommes le seul établissement à l'échelle nationale à disposer d'un stand. Et donc, sur la base de ce qu'on leur propose comme conférence, qui nous propose, eux, un stand de représentation de l'université Oran 1. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, là, vous avez parlé quand même de projets assez importants et assez denses à long terme. Mais si on peut prendre à court terme et se référer justement à l'événement du hackathon, est-ce que l'université prévoit-elle un suivi régulier des projets lauréats, par exemple, pour leur concrétisation, même après l'événement? Tout à fait. Je vais vous répondre. Les étudiants qui sont venus, je suis sûr que certains parmi eux étaient peut-être savaient, parce que lorsque Mme Hamdadou avait annoncé le thème, je regardais les visages des étudiants présents, d'accord ? Ça veut dire que certains parmi eux, sûrement peut-être, avaient des projets ou avaient travaillé ou avaient des connaissances sur la sécurité alimentaire. D'accord. Donc, je ne pense pas que tous les étudiants qui étaient présents étaient novices dans le domaine. Donc, on le voit dans les visages, vous remarquez. Donc, je pense que ceux qui ont participé en hackathon, qui ont eu les remarques des jurys et qui peut-être, dans leurs projets de fin d'études, sont sur des projets de sécurité alimentaire, donc ils vont réellement concrétiser ces projets-là au niveau de leur établissement, au niveau de notre établissement. Très bien. Alors, professeur Bouhamran, pour finir, on va profiter un peu des 2 minutes qui nous restent pour aborder les projets futurs de l'université, sachant qu'il y a ce samedi-là. Il y a un événement majeur ce samedi-là, 19 avril. Cet événement, je vais le dire en arabe, c'est Khatamat Hafadat al-Qur'an. 262 participants de 53 wilayas, d'accord ? Ça, c'est un événement qui est sous au patronage de M. Louali.
Et avec la présidence d'honneur de monsieur le recteur de l'université Oran 1, Ahmed Ben Bella, nous avons des organisateurs. Il y a un monsieur, on l'appelle communément monsieur Badaddin Hamaï, qui est lui l'organisateur de cet événement. Ce n'est pas la première édition, c'est la deuxième édition. Quand je dis que c'est un événement majeur, c'est un événement majeur parce que nous allons recevoir des étudiants, 262 étudiants, qui sont arrivés à Khatm al-Qur'an à différents niveaux. Je ne pourrais pas le dire en français, c'est en arabe. 3 niveaux. Et donc ça, c'est un événement qui se prépare de façon très ardue avec la faculté des sciences exactes et appliquées, le doyen de la faculté, les secrétaires généraux de l'université Oran 1, le secrétaire général de l'université de la faculté. Et donc, nous attendons à que ce soit un événement, je vais dire grandiose. Oui, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Professeur Hamdadou, un dernier mot concernant aussi un projet très important dont vous m'avez parlé et qui concerne l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, oui, pour finir, comme ça je vais gagner en même temps du temps. Donc, je tiens à remercier donc, les responsables de l'université Oran 1, en particulier monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées, monsieur Bamran, qui en même temps est vice-recteur des relations extérieures et membre actif au sein du laboratoire d'informatique. Donc il porte déjà la double casquette. Je remercie aussi monsieur le secrétaire général de l'université Oran 1 et monsieur le secrétaire général de la faculté, qui ne nous ont pas épargnés, c'est-à-dire ils nous ont mis à notre disposition tous les moyens pour réussir le hackathon et ce qui va venir aussi après. Alors je vais parler de ce qui va venir après justement. Donc il y aura une journée dédiée à l'intelligence artificielle au service de la santé. Au fait, c'est la deuxième édition de la journée d'études de valorisation justement du projet que je porte. Donc on va valoriser une deuxième fois le projet. L'année passée, c'était vraiment un succès. Il y a eu la participation de beaucoup de nos compétences de l'établissement hospitalo-universitaire et du CHU aussi, du centre hospitalo-universitaire, aussi des informaticiens. Donc là, c'est leur événement normalement. Et cette année, on va faire la suite. Et je tiens aussi à remercier particulièrement professeur Tommy, donc, qui est notre collaborateur au sein de l'EHU. Très bien. Donc il y aura une journée dédiée à ça, là où il y aura plein d'échanges, d'idées entre nous et les médecins, je dirais, tout simplement, qui ont certainement des besoins, et on est là pour les servir, tout simplement, en matière de techniques d'intelligence artificielle au sein du laboratoire d'informatique d'Or. C'est parfait. Monsieur Ahmed Siad, un dernier mot que vous pouvez donner en tant que président du CNFP aux étudiants d'aujourd'hui pour s'impliquer davantage dans les diverses manifestations universitaires ou même pour développer leurs projets. Bon, premièrement, je veux remercier l'université Oran 1 اللي كانت عامل كبير معنا، عاونتنا ومام في هذيك لي 3 mois و 4 mois تاع بريباراسيون وين خدمنا حنا واليونيفرسيتي باش نوجدوا ليفينمون. مام جو فو ريميرسي ولي ولاية وهران على التأطير والرعاية تاعه. Bon, dernièrement, je veux juste prenez votre temps. Et plein d'idées. En arabe, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, كيما قلت لك احنا لو كلوب تاعنا يشجع على المهارات، ومام راني باغي شغل نوجه كلمه لي زيتيديون اللي طلعوا جدد لليونيفرسيتي وين شغل يشوفوا دي كلوب كيما هكا ils sont pas intéressés شغل يشوفوا اليونيفرسيتي جوست تروح تقرا بعدا سايت كمان. الوغ انا شغل ننصحهم باش يدخلوا في دي زاكتيفيتي، يديروا دي بروجي، يخمموا في دي بروجي، مام ماشي لو بروجي تاعك سي جوست une mémoire تبني بها وصاي. نو يدخلوا في دي كلوب، يديروا des activités et tout, parce que غادي يتعلموا بزاف صوالح vraiment. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous pour représenter l'université Oran 1 sous toutes ses formes. Donc, je vous remercie.
Tout le plaisir est pour nous. J'espère vous revoir très prochainement, Inch'Allah, pour d'autres belles activités. Et quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec le volet tourisme, mais avant, on vous emmène découvrir notre belle ville d'Oran à travers ses prises de vue aériennes. On vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après. De retour au plateau avec le volet touristique. Et oui, aujourd'hui on va parler tourisme avec notre chère invitée Yasmine Fellahi. Yasmine, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci surtout pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de votre beau projet, assez atypique d'ailleurs, qui ne ressemble pas d'ailleurs à d'autres projets touristiques. C'est pour ça que j'ai tenu à vous inviter aujourd'hui. Alors, comment on pourrait le présenter, votre projet? Un tourisme à thème, un tourisme éducatif? Alors, c'est assez spécifique parce que c'est le tourisme éducatif thérapeutique. Oui. Donc, en fait, c'est une fusion entre le tourisme et la psychologie. Donc, je fais la promotion du patrimoine algérien, tout en favorisant le bien-être psychologique des participants. Donc, ils vont me dire, tout le monde me pose toujours la même question, mais comment? Alors, on voit souvent, avec notre jeunesse, bien sûr, qui est en train de chercher en quête de sens, qui est un peu perdue, qui cherche, on a une identité, on va dire, fragmentée par l'histoire. Souvent perdue, il y a des gens qui... Souvent, ils ne se retrouvent pas dans leur propre pays et tout. Donc, ça atteint aussi sa santé mentale. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement de créer ce lien entre toute personne algérienne avec son propre pays. L'Algérie, ce n'est pas juste un pays, c'est un continent, tout le monde le dit. C'est assez grand et tout. Donc, ce que je fais, en fait, c'est... je fais, par exemple, des sorties touristiques, que ce soit à Oran ou ailleurs. Vous sillonnez l'ensemble du territoire national? Exactement. Par rapport à l'échelle nationale, c'est que je fais de l'échange culturel avec d'autres villes, mais c'est assez spécial parce que ce que je fais, c'est beaucoup plus... par exemple, je vais dans une ville, donc on est en groupe et tout. On va dans des maisons d'hôtes, donc on dort là où ils dorment. Et on mange ce qu'ils mangent, donc c'est la gastronomie locale. Donc ça permet une immersion totale. L'immersion totale. Donc on fait aussi, on connaît l'histoire, enfin on fait une visite avec un guide local qui va nous faire connaître l'histoire de cette ville, de la région et tout. Là d'ailleurs on voit quelques images, vous choisissez des endroits très particuliers comme le théâtre. Exactement. Alors on va en parler après justement par rapport à ça parce que c'est assez spécial aussi. Donc on s'habille comme eux, c'est-à-dire les tenues traditionnelles. Comme ça, c'est important de connaître ce qu'on a, les traditions, les coutumes et tout. Là, aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas, par exemple, quand on passe par le front de mer, on est toujours intrigué par exemple, un immeuble. On se dit, tiens, je me demande ce qu'il y avait ici, un monument et tout. Tout le monde se pose la question. Du coup, quand je fais une sortie culturelle, ils me disent, ah, c'est ça. Et en plus, c'est vrai, ma grand-mère, elle me disait ça et ça et ça. Donc, ils se retrouvent, exactement. Et c'est beaucoup plus pour les gens qui ne se retrouvent pas. En fait, ces sorties-là, ça va créer un lien entre eux et leur propre pays, c'est-à-dire l'Algérie, notre beau pays. Et ça va surtout éviter que les jeunes
vont au-delà. On voit les gens qui vont clandestinement dans... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très connu là. Oui, Donc j'essaie en fait de leur faire aimer notre pays. Comme ça, indirectement, ils vont se retrouver, comme ça ils vont se dire, tiens, j'aimerais bien faire un contenu ou un projet qui va me permettre justement de me retrouver en Algérie. Oui. Donc à travers les sorties qu'on fait, on leur fait découvrir l'histoire, les coutumes, les traditions qu'on a en Algérie, mais aussi le côté psychologique, c'est-à-dire on fait des ateliers psychologiques à terme, toujours. Donc ça dépendra toujours. Donc il y a des thèmes côté développement personnel, comme la gestion des émotions, la gestion du temps, la gestion du stress. Tu es avec des psychologues Je suis psychologue. Vous êtes psychologue de formation, d'accord. J'ai fait 13 ans d'études. Alors j'ai un BTS en tourisme, j'ai fait droit des relations économiques internationales. Donc vous mélangez... Et un master en psychologie. À un moment donné, je me suis dit, j'ai fait tellement de choses, je ne sais plus quoi choisir. Donc vous avez relié les deux. Exactement, je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, quand on leur demande, par exemple, est-ce que vous avez fait le travail que vous faites, est-ce que c'est pas, par exemple, est-ce que c'est le mot, c'est à cause de vos études, genre c'est suite à vos études que vous avez fait, ils me disent non. Donc moi je voulais pas arriver là parce que j'ai travaillé très dur pendant 13 ans, je voulais pas faire autre chose. Et même à un moment donné, d'ailleurs, pour avoir créé mon projet, c'est que je suis arrivée à un point où je me suis dit 13 ans d'études, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Genre, c'est vrai que j'ai étudié durement, mais je suis quand même perdue. Oui. Du coup, c'était suite à un burn-out que j'ai créé mon projet. J'ai fait un burn-out suite à mon travail et tout. Et je suis allée en voyage. Suite à ça, je suis allée en voyage à Amman, Sultanat Amman. Et là, en fait, quand je suis arrivée, j'étais étonnée, j'étais époustouflée d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas, ils payent avec leur téléphone, contrairement à nous, mais ils portent toujours les tenues traditionnelles. Ils ont toujours protégé leur identité, ils ont suivi les coutumes. Et moi, je suis une personne très curieuse, donc je pose trop de questions. Et là, en fait, il y avait une différence entre eux et nous. C'est que les parents, les grands-mères, les grands-parents et tout, en fait, ils transmettaient leur savoir, leur culture. Ils parlaient de l'histoire énormément. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de... En fait, notre identité, elle est fragmentée par l'histoire. Parce on va parler de toutes les générations qui sont aujourd'hui vivantes, on va dire plus ou moins. Il y a eu la dépendance, puis et tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est normal on est perdu, on ne se retrouve pas. Trop de culture. Du coup, même la culture, elle est diversifiée et on se dit ce qui se passe aussi. Non, moi je suis kabyle, moi je suis... Exactement, donc ça c'est un problème pour eux, mais en réalité non, c'est une richesse. Tout à fait, oui, c'est la richesse dans la diversité. Exactement. En fait, une question, désolé de vous interrompre, qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est étant donné que c'est un tourisme très particulier que vous proposez, est-ce que vous sélectionnez les gens qui vous contactent, ou vous acceptez tout le monde, étant donné que il faut vraiment adhérer au concept? Alors, c'est important d'accepter tout le monde, parce qu'on a tous besoin d'une personne, en fait, on a tous besoin d'une aide. Et ce que j'ai remarqué à travers, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais très sélective, parce que je visais beaucoup plus les parents et les enfants. Il y a un manque total de communication. Quand je dis total, c'est vraiment total, de la communication entre les parents et les enfants. Combien d'enfants, ça je l'ai remarqué d'ailleurs, beaucoup ne mangent pas ensemble. Contrairement à avant, genre à midi, 8h, enfin 20h, c'est bon, déjeuner, dîner, après on dort. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup, en fait, si ça ne tape pas ensemble, même s'ils mangent ensemble, ils ne discutent pas de leur journée. Chacun est dans son smartphone, etc. L'écran, c'est un problème. Et j'ai remarqué aussi, en fait, beaucoup de parents, ils viennent, ils me disent, oui, mes enfants, ils ne m'écoutent pas, peut-être c'est l'adolescence, peut-être que c'est ça, mais on ne comprend pas. Et même les enfants, nous les parents, on ne comprend pas, c'est toujours, c'est normal à un âge. Mais même les parents, en fait, ils ont
c'est pas bien de le dire, mais ils ont une part de responsabilité parce qu'indirectement, ils ne savent pas comment transmettre le message. Oui. Quand par exemple je fais l'atelier de la confiance en soi, je leur dis souvent c'est la faute des parents indirectement, puis il y a l'école, l'entourage et tout. Oui. Mais pourquoi les parents? En fait, les parents, ils essaient toujours de mettre leurs enfants en valeur. Mais ils ne savent pas comment le faire. Donc à un moment donné, par exemple, à l'école... Ils sont durs avec eux. Exactement. Par exemple, à l'école, ça nous est peut-être arrivé, peut-être qu'ils vont se reconnaître. Quand on n'a pas une bonne note, généralement, on utilise en fait un certain mot qu'il ne faut pas. Et à force de le dire à notre enfant, indirectement, on ne sait pas qu'on est en train de le rabaisser, il est en train de perdre la confiance. Il va être conditionné par rapport à ça. Et ça, c'est mauvais. Ouais. Ou alors la comparaison entre les cousins, leurs amis et tout. Donc là, ça crée beaucoup plus des conflits et tout. Du coup, même quand l'enfant il grandit, ça va créer un problème parce que même s'il est intelligent, demain, si on lui donne quelque chose, il va dire non, je ne sais pas le faire. Parce que je suis un incapable, parce que mes parents, ils ont dit ça. Et les parents, c'est les personnes en qui on a confiance. Donc, si les parents, s'ils n'encouragent pas leurs enfants, même quand ils fautent, il faut les encourager. Tout à fait. Parce que c'est très important. Ouais. En fait, pour revenir à la question que je vous ai posée, c'était par rapport à un coup de gueule, on va dire, que j'ai vu, que vous avez fait sur les réseaux sociaux, etc., par rapport justement à certaines personnes qui manquent d'une certaine rigueur et d'une certaine discipline lors des circuits touristiques. C'est pour ça que je vous ai posé la question par rapport si vous sélectionnez justement dorénavant les personnes susceptibles d'être réceptives à ce type de tourisme. Alors, moi personnellement, je ne pourrais pas deviner si la personne elle est justement réceptive. Mais par rapport au coup de gueule, c'est vrai que ça m'était arrivé, là ça fait déjà une année que j'ai commencé le projet et tout. Oui. Et j'ai reçu énormément de gens. Des gens d'ailleurs que je remercie infiniment, ils m'ont soutenu. C'était incroyable parce que j'ai eu peur au début, je me suis dit peut-être qu'ils ne vont pas accepter le fait qu'on va leur donner des conseils, surtout le côté psychologique, c'est assez dur. Mais j'ai eu un soutien énorme. Après, c'est vrai que des fois je reçois des gens, on va dire, ils posent problème. Concernant mon coup de gueule d'ailleurs, oui. C'était par rapport à une personne qui était... En fait, c'est ça qui m'avait intriguée, c'est que la personne, elle est dans le même domaine que moi. Donc elle est plus dans le côté patrimoine que ce que je fais. Oui. Et elle était contente, en fait, pendant qu'on parlait, elle avait hâte et tout. Et une fois arrivée, on a fait notre circuit touristique et ce qui est un groupe, c'est pour ça que quand je fais des sorties ou des ateliers, je limite les personnes. Donc, par exemple, c'est 10 à 15. Quand je fais un atelier psychologique, c'est moins de 10 personnes. Comme oui. Ça, je pourrais m'adapter même au groupe. Oui. La personne, pardon, donc on a commencé, moi quand je raconte, c'est genre, je raconte d'une façon comme si je racontais une blague ou je racontais une histoire qui m'est arrivée le jour même et tout. Donc comme ça, je vais éviter qu'ils s'ennuient. Et quand je fais les visites culturelles, je précise toujours au début, quand je fais le briefing, avant de commencer et tout, je fais la présentation et tout, je précise toujours que Oran, elle a plusieurs versions d'histoire. Elle est passée par plusieurs civilisations et jusqu'à présent, moi, ce que je fais en fait par rapport à l'histoire, c'est suite à mon BTS du tourisme, donc c'est mes études. Les livres, c'est pas tous les livres qui sont exacts, donc je me retourne vers les professionnels, que ce soit les guides de l'OGBC, que ce soit les professeurs d'histoire à l'université, et même à mes confrères, les guides. Donc de temps en temps, on se parle, voilà, est-ce que vous connaissez l'histoire de ça quand on découvre un truc nouveau? Oui. Donc j'essaie toujours, quand j'ai des nouveautés, même des fois, il y a des participants qui me rajoutent des trucs que je ne connaissais pas. Ou peut-être parfois ils me corrigeaient par rapport à un mot ou quelque chose. Donc j'apprends toujours avec eux. Il n'y a pas qu'eux qui apprennent. Oui. Oui. Et cette personne, en fait, quand elle est arrivée, en fait, ce qu'elle faisait déjà, elle était en train de faire un live. Oui. Donc elle n'était même pas avec notre groupe. Oui. Nous, on a commencé à faire notre circuit. Et ce qui était le plus dérangeant, c'était qu'on attendait toujours qu'elle vienne. Oui, oui. Donc
entraîné plus. Donc la visite qui était censée se faire en 2 heures, on a dû la faire à 3 heures. Oui. Mais malgré ça, genre, c'était bien fini, la personne, elle m'a remercié. C'est vrai que lors de notre circuit, vu qu'il était lent et elle a traîné, on a dû éviter, par exemple, la porte d'Espagne, parce qu'en fait, j'appelle toujours les gardiens si c'est ouvert, si c'est accessible ou pas. Et ce jour-là, en fait, c'était pas ouvert. Oui. Donc, j'ai parlé avec le groupe, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait autre chose pour compenser. Mais à la fin, la personne a été contente et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a intriguée, parce que suite à ça, j'ai trouvé... Enfin, il y avait quelqu'un qui cherchait un guide touristique à Oran. Et il y avait des gens qui ont recommandé plusieurs personnes, d'autres qui m'ont aussi recommandé. Oui. Et là, elle vient sous les commentaires à dire non, n'y allez pas, elle falsifie l'histoire. Ouais, carrément. Si elle m'avait critiqué, je l'aurais accepté, parce que surtout si c'est une critique constructive, ça m'aide à avancer. Mais de là à dire falsifie l'histoire, c'est vrai. Étant donné que vous avez dit, même vous-même vous apprenez constamment, donc, etc. Donc, votre type de tourisme que vous proposez n'est pas du tout un tourisme historique, etc. C'est beaucoup plus un tourisme personnel, psychologique, etc. Oui, en cas de Alors, besoin. juste 2 mots pour clôturer ce plateau, Yasmine, parce que je l'ai dit au début d'émission, il y a eu un article qui a été publié par le magazine, par le journal britannique The Sun, qui a qualifié l'Algérie de terre de joyaux inexploités. Que pouvez-vous brièvement commenter par rapport à ça? Eh bien, notre richesse déjà, ça reste secrète surtout, parce que tous les jours, les gens, quand ils vont à l'aventure, on découvre toujours de nouveautés en Algérie. Et je pense que grâce à cet article, ça va nous ouvrir énormément de touristes étrangers qui vont venir, d'ailleurs depuis 2022, depuis les Jeux méditerranéens. Exact. Et je pense que ça va faire un impact, ce sera un impact mondial, économique d'ailleurs pour l'Algérie. Et je pense que ça va faire vraiment un buzz. D'ailleurs, je vais en profiter. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Yasmine Fellahi, d'avoir accepté notre invitation pour être parmi nous et pour nous parler de votre beau projet. J'espère vous revoir très très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres, peut-être un circuit particulier que vous allez proposer. Eh bien, franchement, vous êtes les bienvenus. Tout le plaisir sera pour nous. Tout le plaisir sera pour nous. Merci beaucoup à vous, Yasmine, et à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec la dernière ligne droite de l'émission, le plateau consacré au patrimoine. Mais avant, on vous emmène à Sidi Bel Abbas découvrir avec notre chère consoeur Nesrine Arwa les ateliers consacrés, les ateliers de formation artistique organisés par le théâtre régional de Sidi Bel Abbas. On vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Dans un temps où se rencontrent la connaissance et l'innovation, le théâtre, l'art et la culture restent une partie importante du processus éducatif. Et les différents ateliers de formation organisés par le théâtre régional de Sidi Bel Abbas demeurent une excellente aubaine pour les différents élèves avides de culture afin de développer davantage leurs différents talents. رانا في مؤسسة تربوية وهذا الشيء الدور تاعنا دور كبير ومهم جدا عند أبنائنا في إطار الورشة التكوينية للحكاية والتنشيط الثقافي والترويج لبكالوريا الفنون. هذا الشيء مهم جدا، والمسرح الجهوي مؤسسة كل طاقم يكون جسر لهذا أبنائنا وتكون مبادرة كبيرة، يكون المسرح تطبيقي على مستوى المؤسسات. مؤسسة المسرح الجهوي عندنا 16 فنان مستخدم عنده شهادة دكتوراه، ونوفروا كاع هذه الإمكانيات المادية والمعنوية والطاقات الشبانية والإبداعية والأكاديمية لفائدة أولادنا وبناتنا في كل المؤسسات. وهذا هو باسكو منا الخزان تاع الفنانين، منا بناء الشخصية الجزائرية. في إطار تنسيق بين التربية والمسرح، هذه المناسبة هي اكتشاف واقتناء اكتشاف الطاقات الموجودة عند الأطفال، خصوصا من بين 10 سنوات إلى 18 سنة. Des ateliers dans les arts du théâtre, du conte et de la marionnette, assurés par une pléiade d'artistes et de docteurs universitaires, et qui viennent renforcer les dimensions culturelles et pédagogiques des nombreux participants. كبيرين، وهذه المبادرة رائعة، خاصة عندما نمشوا الطلبة تاع الثانويات أن يكون قسم فنون. هذا مكسب
مش ديماغوجيا، هذا مكسب. لازم الناس تفكر بان مادام دير الارضيه يعني العلميه والثقافيه في المؤسسات التربويه، معناتها انك درت لبنه اللي عندها دوام عبر العصور. آمالنا كبيرة جدا في يعني زرع هذه الأفكار الجديدة بين المنظومتين في هذا الجيل اللي شفناها يعني يلتحق بالأقسام بكثرة. شفنا رغبة التلاميذ كذلك يعني وتطلعاتهم إلى كل ما يدور في المجال الفني. إذا احنا هذا شيء يشرفنا كفنانين، وماذا بنا لأننا نعرف أن هذا الجيل اللي راح يكون غدوة راح يكون في الجامعة، بعد الجامعة راح يكونوا هما أساتذة لتلاميذ آخرين. الورشات هذه هي أعتبرها يعني ورشات تمهيدية لاكتشاف أولا المواهب وفتح طريق لكل من لديه ميول يعني فني، سواء كانت موسيقى أو مسرح أو فن تشكيلي إلى غير ذلك. فكثير من يعني من التلاميذ أو من الشباب اللي يزخرون يعني كيقولوا باستعداد إن صح التعبير في مجال الفن، ولكن غالبا ما يعني نهمل هذا الاستعداد، وبالتالي كثير من الشباب يعني يتوجهون إلى تخصصات ربما غير تخصصاتهم، وبالتالي يفقدوا هذا الميزة أو هذا الشغف الذي كان لديهم. Un point marquant fut les ateliers assurés pour les personnes à besoins spécifiques. Ateliers dans lesquels l'art joue un rôle central d'inclusion, touchant les cœurs avant les esprits. Un moment fort d'humanité, raconté par l'art et ressenti avec les cœurs. أنكر ولا أنكر فضل أمي التي طلبت سهيلة الليالي. Des ateliers qui ont prouvé que l'art n'est pas juste un loisir, mais une nécessité éducative, et que le théâtre et le conte peuvent être un réel outil de sensibilisation et de pédagogie, permettant aux jeunes participants, à travers leurs innovations respectives, de trouver leur propre voie artistique. Trouver sa propre voie artistique, effectivement. Merci beaucoup Nesrine Aroua pour le sujet réalisé en arabe, pour le théâtre régional de Sidi Bel Abbas. On va toujours rester dans la thématique de l'art et du patrimoine. Et oui, nous sommes à quelques jours du début du patrimoine qui aura lieu du 18 avril au 18 mai. Et quoi de mieux que de célébrer notre riche patrimoine algérien à travers le vêtement traditionnel. Et c'est avec Madame Halima Haqab. Madame Haqab, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Madame Haqab, vous êtes couturière spécialisée en tenue traditionnelle. traditionnelle, الخياطة الجاهزة والتقليدية. Exact. العصرية كما نقولوا احنا دروك اللي كانت التقليدية رديناها عصرية. وسا ديبون على حساب الأنواع. احنا مختصين في البلوزة الوهرانية. بكل المجالات، البلوزة، القفطان، الكراكو. الكليون اللي يجي عندنا نخيطوا له ما عندناش مشكل. En fait, la question que je me pose, Madame Haqab, c'est comment vous vous êtes lancée justement dans ce domaine. Est-ce qu'il y a eu un facteur ou un élément clé dans votre vie qui a fait en sorte que vous vous consacrez justement à la fabrication de tenues traditionnelles? Bien sûr, هذه الحرفة أنا بغيتها ملي كنت صغيرة. depuis le jeune âge. ديتها زعما تعلمت en même temps ديتها كما قلت على الأجداد وراثية. تعلمت كما نقولوا ملي كنت مع بالمير وامي وكل شيء كنت نشوف كيخدموا صوالحهم. حبيت هذه المهنه بصح باش حبيتها الا ندخل نزيد نقرا ونتعلم، ما قعدتش غير في هذاك الدومين تاعهم تاع البلوزه وتاع. donc vous avez suivi des formations. درت لي فورماسيون، درت فورماسيون تاع بري ابورتي، درت لا بانتور، درت لا بودري. même la peinture. même la peinture هذاك القيس. Vous êtes une artiste complète. بانتور سور تيسو. وكنا لا بودري نخدموها على مان، كنا باليد نخدموها من نديرو موديل، نديرو نديرو بياس اونيك، بصح بلا مان شويه طول وفيها التعب، بصح تكلف. بصح دروك لا الريزولتا اي ديفيرون. دروك لا يبغوا حاجه، دروك بزاف يبغوا حاجه فيت بالخف تكون واجده. دوك دخلنا معاها دوك الماتيريال
العصري. دروك عندنا لي ماشين تاع لابورغي واجدين تحط موديل اللي تبغيه ديسيني في الويلكوم هي وتخرج الموديل تاعك. صافي فيها الفنون فيها مادامنا رانا انا كما نقولوا في التقنيات العصريه رانا نخرجوا دي موديل جدد. صافي حاجه تكون قديمه ردوها في Oui, justement, je vais aborder ce point-là avec vous dans un tout petit instant, mais ce qui m'a le plus plu dans ce que vous avez raconté, c'est la transmission générationnelle. Et malheureusement, on manque de ça aujourd'hui. C'est que le patrimoine n'arrive plus à être transmis de génération en génération, et voire même beaucoup de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, ne connaissent pas la richesse culturelle de leur pays. تاع الخدمه تاعنا التقليديه بصح دروك يبغوها. Oui, effectivement, ça revient à la mode. الجامعيات اللي في البيت اللي كل كاع اللي يبغي يتعلم زعما هذه الحرفه شافوا فيها. Oui. باسكو يدخلوا الدراهم يبغي. D'accord, oui, c'est vrai. Effectivement, il y a l'aspect financier, d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que vous avez dit dans un tout petit instant qu'il y avait aussi le fait que vous mélangez d'éléments modernes aujourd'hui dans justement ces tenues traditionnelles pour les mettre au goût du jour des nouvelles générations. Ça, c'est très important. في العصري كيما الموديل دروك الحاجه كاع القديمه رديناها دوك في العصري ولات كاع دروك. انا حاجه الصوفه اللي نزيدوا لها الديزاين في لي كولور في لي بيرل كيما دروك بيرل جدد ماهوش كيما بصح حاجه تاع قديمه ولينا لها كل شيء ولا في البلوزه في القفطان في كل مجال برودي كان بكري اجدادنا بكري كتدي الجلطيطه برودي كتدي البنيقه برودي بلوزه ديال برودي دروك ولينا وين دخلناهم في القفاطن في البلايص في كلش في كل. Oui. Au fait, pour donner une image à nos chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une tenue traditionnelle que vous avez modernisée? كيما هاد البلوزه. Oui. هذه بلوزه هذه ماشي جديده هذه اونسيان. Oui. بصح شوف سي اون بلوزه اورانيز اورانيه بصح فيها بزاف لي موديل كاين اللي تبغيها سامب تبغيها شارجي كل وحده الامكانيات تاعها على حساب كل وحده شنو تبغي تخلص كل واحد المقدور تاعه. كيما هذا لو تول حنا دروك انا نشوف واجد بصح قديم كنا نبيغلوه باليد كان غنشرو هذا الفينه ونعمروها باليد دروك انا نشوف واجد كلشي زعما هاد لا بياس هذه لو كوبون واجد بصح هذا كلشي مخدوم على مان ما كان حتى حيه بلا ماشين كلشي على مان كلشي البرا والخيط ويقعد يشد على حسب الديسان وعلى حسب الموديل. Et au fait la question c'est que est-ce qu'il y a des éléments intégrés dans cette version qui n'existent pas dans les anciennes versions de la blouse oranaise? Bien sûr كاين شي صوالح هنايا ما تلقاهمش في كيما نقولوا لي كولور لي بياس كلشي زعما على حسب الكوبون اللي عندنا على حسب لو موديل. D'accord. Et une question que je voulais vous poser aussi, Madame Haqab, est-ce que vous maîtrisez l'ensemble des étapes de la confection du tissu, que ce soit par exemple la confection, broderie, coupe, etc. Bien sûr, كلشي نخدموا فيه لا كونفيكسيون يجيني كما نقولوا حنا الكليون يبغي لا بياس فيها 10 بياس ولا كما نقولوا 20 بياس نخدموها له ماشي باليد اليد باسكو يشد عندنا لا ماشين دروك دخلنا الماشينه الجديده. Oui, au fait, justement, la question c'est ça. Est-ce que vous sous-traitez avec d'autres opérateurs pour faciliter un peu le travail pour gagner du temps ou vous faites tout toute seule? Non, là عندي les apprentis كاين ما نجي نخدم كل شيء وحدي. Donc vous avez votre propre atelier directement. atelier وعندي les apprentis تاعي كاين اللي يدير البيرلاج كاين يدير لا برودري كاين يدير لا فينيسيون كاين يدير كل وحده واش عندها لو طرافاي تاعها. Très bien. كل وحده واش تخدم ما نجيش ندير وحدي كل شيء. عندنا كما نقولوا اليد مساعده. Vous exposez aussi, madame? Bien sûr. نديروا ليكسبوزيسيون درنا ديرنيير فوا في الجي كاع هنا في الجزائر. Très bien. Et des expositions à venir aussi, Inch'Allah? Inch'Allah, بإذن الله عندنا إن شاء الله في تونس. تونس؟ عندنا تونس. مدينة الخطر في إيطالي. D'accord, إن شاء الله بإذن الله ربي. Donc un programme très chargé vous attend. إن شاء الله بإذن الله هذا العام إن شاء الله راه فيه الخير. Très bien. Et pour les téléspectatrices qui nous regardent et qui voudraient peut-être qui sont intéressées pour l'acquisition d'une de vos pièces. مرحبا بهم. Est-ce que vous avez un magasin? Bien sûr, احنا عندنا في ورشه في الصناعه التقليديه اللي وهران جايه في الصباح. D'accord. جايه في الصباح تماك عندي لاتولي تاعي وميم طون نديروا لي فورماسيون
كاين بزاف اللي يتخرجوا من التكوين المهني ما يجبرش وين عندنا ندير كونفونسيون مع التكوين المهني مي يتخرجوا يجوا عندنا يزيدوا يكملوا ديك الان موا دو موا وكاين اللي يبغي لا فورماسيون تاعه بالخوف باش يتعلم كاين اللي عنده نعطوه الشهاده تكوين زعما تكون ويتعلم التراديسيون ولا البري ابورتي. Très bien, très bien. Alors, Madame Haqab, j'aimerais vous faire réagir sur un point en tant qu'artiste et spécialiste dans le patrimoine. Aujourd'hui, il y a un véritable débat national et une véritable crainte sur la perte d'un savoir-faire ancestral et d'une perte des traditions et du patrimoine. Que pouvez-vous commenter par rapport à ça et par rapport à l'importance de la promotion et de la valorisation du patrimoine? Surtout qu'on est aux portes du mois du patrimoine. الصناعة التقليدية تاعنا راهي مازالت تزدهر وتتطور. ماذا بينا حنا نحافظوا عليها ما نخلوهاش تنقرض كما نقولوا حنايا. ماذا بينا زعما نعطوها الاجيال تاعنا باش يتعلموا ما تروحش باسكو عندنا الصناعة تاعنا التقليدية كما نقولوا غالية وما تسواش بالمال في هذا الوقت اللي انا فيه زعما الصناعة التقليدية نحافظوا عليها. Oui, surtout à une ère numérique qui est marquée par les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous travaillez avec les réseaux sociaux pour faire connaître votre travail? الوقت اللي انا فيه يليق. ديال لا بوبليسيتي يليق. Beaucoup pratiquement ne peuvent pas se déplacer ou n'ont pas le temps. العالم راه في les réseaux. Oui, oui, tout à fait. Et envisagez-vous des actions concrètes pour transmettre votre savoir-faire s'il y a par exemple des jeunes qui voudraient apprendre ce métier? بيان سور مرحبا بهم انا كاع اللي بغى يجي مرحبا به لاتولي تاعي مفتوح كل Très bien. Et au fait, j'avais une question que je voulais aussi vous poser, c'est qu'aujourd'hui qu'on est à l'heure du prêt-à-porter, comme vous l'avez dit, qui est aussi mondialisé, beaucoup se plaignent du coût assez élevé de certaines tenues traditionnelles, etc. Que pouvez-vous répondre par rapport à ça? Ils disent oh, non mais c'est cher, je préfère du prêt-à-porter, mais du prêt-à-porter ça reste industriel. Industriel, parce que la pièce ملي تبغي تخدمها كاين يجي يبغي اون بياس يخدمها ليه وحده ما تلقاهاش برا. اللي بها تلقى شويه غاليه سيرتو الا كانت تخدم باليد ماشي كما نقولوا بلا ماشين بالخف يليق كل واحد على حساب. Oui. كل واحد وشيء. Oui, exactement. Mais aussi la matière. La matière ثاني غالية. La matière باش تشريها ثاني تيسي غالي كاع كما نقولوا المقامة والصوالح اللي نشروهم غاليين. سيرتو إلا كانوا حرين اللي ما يتحولوش اللي يقعدوا لا بياس تكون توجور اونيك. Effectivement, c'est vrai. Pièce unique, vous avez bien fait de le rappeler. Alors, un dernier mot, Madame Halima Haqab, pour clôturer cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. أنا نشكر العائلة تاعي والحمد لله واللي بغى يجي عندنا مرحبا به. أنا في الصناعة التقليدية للحرف مرحبا بكل الأعمار عندنا لاج ما يهمش اللي يجي بغى يتعلم وباش هذه الحرفة ما تروح لها ولا هاك نحافظوا عليها مرحبا بهم. Justement, j'aimerais juste que vous disiez aussi un dernier mot par rapport à l'importance du patrimoine, étant donné que nous sommes à quelques jours du début du mois du patrimoine, en tant que spécialiste dans le patrimoine. مرحبا بكم إن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله في هذا المهرجان ومرحبا بكل الناس. Merci beaucoup, Madame Halima Haqab, d'avoir été parmi nous pour nous présenter vos très belles pièces et aussi. Oui, mais quand même ça permet de donner une très belle idée sur le travail dantesque que vous faites dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Merci beaucoup, Madame Haqab. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon déroulement de cette émission. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et quant à moi je vous dis à mercredi prochain, même date, enfin plutôt même heure et même jour, mercredi. Prenez bien soin de vous, à plus. Au revoir. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. ندات الموجة وتكسلت جازت تحتانا وبردها قاسح ما فهمناها كيف تهولت هاجت علينا وهواها قادح. ندات الموجة وتكسلت جازت تحتانا وبردها قاسح